spéciale élection régionale sur Sensation Normandie. Bonjour, bienvenue sur notre nouvelle rubrique, édition et rendez-vous politique. Nous allons parler des élections régionales. Les électeurs de Haute et de Basse Normandie, vous le savez, sont appelés aux urnes sur 2 dimanches, 6 et 13 décembre. Objectif pour eux, élire les 102 conseillers régionaux qui les représenteront dans la Normandie réunifiée. Ce sera là du reste la toute dernière élection avant la présidentielle de 2017. On va parler donc des compétences de la région. Pour certaines, elles seront élargies. La région est en charge, on vous le rappelle, du développement économique qui gère notamment les fonds. On parle des fonds européens, on parlera beaucoup de l'Europe également dans ces élections. Elle organise les transports ferroviaires, les TER. Elle est responsable de la formation professionnelle, de l'apprentissage, de l'orientation. Elle construit, elle entretient les lycées. Elle gère le personnel technique qui y travaille. Elle coordonne les actions en faveur de l'environnement et la transition énergétique. On y reviendra également ce soir. Ainsi que les équipements régionaux structurants comme les ports et les aéroports. Compétences qui s'ajoutent pour financer certains projets culturels, sportifs, aider à la construction de logements ou à l'aménagement urbain. 104 conseillers régionaux seront élus donc dans la grande région, c'est autant qu'actuellement. La Haute-Normandie possède 55 élus, la Basse en a un peu moins, 47. Ils seront élus et ce pour 6 ans. On va parler d'emploi, d'économie, de culture, d'agriculture, de politique sociale. On parlera un tout petit peu de la COP21, pardon, et après, sans doute, de la vision internationale que les élus régionaux veulent donner à notre nouvelle Normandie. Alors, j'espère que je n'ai rien oublié. 2 candidats pour ouvrir donc cette première session d'information sur ces élections régionales pour représenter le parti Normandie Écologie avec Europe Écologie Les Verts. 2 candidats, tête de liste régionale et tête de liste départementale. Nous recevons Yannick Soubien et Laetitia Sanchez. Yannick Soubien, bonjour. Bonjour. Présentez-vous, qui êtes-vous tout d'abord? Yannick Soubien, 56 ans, j'habite dans l'Orne. Je suis vice-président du conseil régional de Basse-Normandie depuis 10 ans, enfin en 2004 exactement. J'ai eu la chance d'avoir la responsabilité effectivement de la question de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'apprentissage. Et qui plus est dans une dimension très transversale. Il m'a semblé assez intéressant, et Laurent Beauvais, président de région à l'époque, qui est encore aujourd'hui président de région, a considéré qu'effectivement il était intéressant de se poser la question de l'articulation entre développement économique, recherche, innovation et formation. D'accord. Parce que la formation est un investissement en compétences. Sinon, ben voilà, je suis tête de liste régionale Normandie Écologie, mais également tête de liste départementale dans l'Orne. J'incarne toujours avec beaucoup de fierté mon territoire. Avant de revenir à Laetitia Sanchez, c'est un poids supplémentaire, c'est une élection différente des autres? Elle est différente parce que, d'abord, elle est passionnante parce qu'elle nous amène à devoir porter l'enjeu Normandie. Moi, je milite pour la Normandie depuis 92. J'aurais aimé que démocratiquement, on arrive à une autre manière d'avoir pensé le calendrier et le choix de nous mobiliser sur la Normandie. Bon, il s'avère que le président de la République a décidé de le faire un petit peu au forceps. Vous auriez préféré mois de mars? Non, j'aurais préféré d'abord qu'il le fasse démocratiquement, en ayant de la concertation avec les territoires. Et puis en même temps, c'est l'hiver. Donc on fait une campagne un peu différente, à la fois dans un autre espace, la Normandie, un autre temps. On n'est pas au mois de mars et on va voter au mois de décembre. Ouais. C'est une nouvelle aventure. Dernière élection avant la présidentielle, ça compte aussi. Beaucoup des élus, vos adversaires, entre guillemets, vont se servir d'arguments nationaux. C'est pas le bon jugement? C'est juste une erreur. Les Normands, ils ont besoin qu'on leur parle de la Normandie. Ils ont besoin qu'on leur parle de l'ambition que nous avons pour eux-mêmes, à l'échelle de la Normandie. Et donner une dimension nationale en voulant ici sanctionner un gouvernement, même s'il y a de bonnes raisons d'avoir une analyse critique de ce gouvernement. Je pense que c'est une erreur, c'est tromper les électeurs que de leur dire qu'il faut voter pour quelqu'un qui est contre François Hollande. Il faut d'abord voter pour un projet qui leur raconte une histoire, qui parle de leur réalité en matière d'activité, d'emploi, de vie économique, d'aménagement du territoire, de services publics. Et je pense qu'aujourd'hui, Normandie Écologie porte ça, parce que nous avons fait le choix de porter effectivement l'enjeu Normandie au cœur de ce que sont les enjeux de l'écologie aujourd'hui. Et on en parlera tout à l'heure de la COP21, de l'enjeu climat. Il nous a semblé important de ne pas nous tromper. On y reviendra justement tout à l'heure. Laetitia Sanchez, on vous connaît un peu pour ceux qui sont habitués de la communication des partis. Vous aviez autrefois, il n'y a pas si longtemps, en charge la communication du parti Europe Écologie Les Verts sur la Seine-Maritime?
Moi, je suis secrétaire régionale d'Europe Écologie Les Verts en Haute-Normandie depuis 2011. Alors, c'est un vrai plaisir pour moi de travailler avec nos amis bas-normands. Enfin, on a vraiment, depuis de nombreux mois, appris à tisser des liens ensemble. On va d'ailleurs fusionner nos mouvements, ça paraît une évidence. Et on est très fiers aujourd'hui, dans l'Eure, de porter la candidature d'un candidat de l'Orne, voyez, parce que ça représente autre chose. Vous avez ici un département comme l'Orne qui doit aussi exister dans la Grande Normandie. Pas de mandat, en tout cas, c'est une nouvelle aventure, en tout cas, pour ces Voilà, élections. bon, je connais bien la politique, le système des élections. Comme secrétaire régional, forcément, j'ai accompagné un peu tout le système des élections. Je comprends bien d'ailleurs que nos compatriotes soient un peu perdus dans tous les modes de scrutin et toutes ces élections qui se succèdent. Là, on espère vraiment pouvoir leur parler de leur région, des enjeux du quotidien. Il y a des leviers d'action vraiment intéressants. C'est tout à fait une aventure intéressante aujourd'hui. Votre boulangerie préférée se situe où, votre chapelle? De quelle région vous êtes? Alors moi, je suis de Saint-Pierre-du-Vauvray, un petit village sur la Seine, entre Louviers et Val-de-Reuil. D'accord, ok. On démarre avec, je ne sais pas si ce sera le thème fédérateur, en tout cas de vos adversaires, l'emploi. On parlait de 180, 200 000 chômeurs dans la région. La Normandie ne fait pas exception, en tout cas. Constat dramatique qu'on peut situer sur le niveau national. La Normandie ne peut pas, en tout cas, suite à ces élections régionales, tout régler. C'est pas parce qu'on gagne une élection régionale qu'on va régler le problème de l'emploi. Est-ce que vous avez, vous, des solutions, en tout cas des solutions concrètes, qui ne seraient pas de la potion magique ou des choses impossibles à faire? Vous avez raison, mais je crois qu'il faut même dire que c'est beaucoup plus de demandeurs d'emploi. Hein. Les 180 ou 200 000 demandeurs d'emploi dont on parle, c'est les catégories A, hein. C'est ceux qui n'ont pas travaillé. Vous imaginez aussi les centaines de milliers de gens qui sont précarisés aujourd'hui dans l'emploi. Donc notre projet politique, avec Laetitia, avec Claude Taleb, avec François Dufour dans la Manche, avec Caroline Amiel dans le Calvados, c'est effectivement de porter une vision très offensive sur la question de l'emploi. On est à un rendez-vous majeur. Je le disais tout à l'heure, parler du climat, c'est parler de la transition écologique. Et nous faisons le pari qu'au cœur de la transition écologique, il y a la transition énergétique. Il va falloir qu'on fasse des choix dans ce pays et dans cette région. Nous considérons que l'enjeu efficacité énergétique qui impacte directement le secteur du bâtiment, tant sur la rénovation du bâti que sur l'éco-construction, c'est générateur de 20 à 30 000 emplois. Parler d'énergie renouvelable à l'aune et à l'heure d'un projet qui est à portée de main, celui des énergies marines renouvelables, c'est à la fois réaffirmer que nous sommes dans une région industrielle, que demain nous allons avoir au Havre, comme à Cherbourg, eh bien, des usines de construction de pales, de turbines, de nacelles, de mâts. Et ces enjeux-là, c'est une manière de faire que ceux qui sont de niveau 5, de niveau CAP, faiblement qualifiés, puissent être accompagnés pour tenir ces postes d'opérateurs dans les usines de fabrication, dans les entreprises de fabrication de ces nouveaux objets qui vont caractériser notre volonté de faire que les énergies marines renouvelables soient une vraie ambition régionale pour un savoir-faire mondial. Demain, 3 fermes éoliennes offshore vont caractériser un littoral qui aura une singularité, l'économie de la mer, comme on dit, hein, et comme on le revendique. Mais la fabrication de ces éoliennes offshore, ça nous amène à devoir nous poser la question de la manière de faire que quand on aura ces usines, il faudra bien, avec les industriels, garantir notre positionnement mondial sur le développement des éoliennes offshore à l'international. Donc c'est un vrai enjeu international, c'est un vrai enjeu emploi, c'est un vrai enjeu de développement économique, mais c'est aussi un vrai enjeu de formation, parce que ces métiers vont nécessiter de nouvelles compétences. Dans la chaîne de valeur de ce que nous demande l'éolienne offshore, depuis sa fabrication jusqu'à son démantèlement, nous avons besoin de compétences très spécifiques. Et je peux vous garantir que la Normandie sera très fortement positionnée sur ces aspects-là. C'est un mandat de 6 ans. Est-ce que dans votre projet, on le comprend bien, donc on parle des énergies renouvelables, on parle de la mer, donc on peut écarter tout de suite le département de l'Orne parce que la mer est un peu loin. Ça veut dire que sur ce mandat de 6 ans, il faut, entre guillemets, réorienter les jeunes de 14, 15, 16 ans qui sortiraient peut-être du cursus scolaire à ces nouvelles professions? Bien sûr. Il faut qu'on fasse un vrai travail de découverte de ce que sont ces métiers. Parce que là, on demande des ingénieurs. Là. Alors, on n'a pas besoin que d'ingénieurs, on a besoin de soudeurs, de chaudronniers, d'électriciens, de mécatroniciens, d'électroniciens, de plasturgistes. Ces métiers-là, ils existent. Ils sont à mobiliser au service de ce que l'éolien offshore nous attend de nous, ou même l'hydrolien d'ailleurs, hein, qui est quand même aussi un enjeu de développement économique dans le raz blanchard, hein, pour le Cotentin. Ces métiers-là, ils existent. Par contre, on sait pertinemment qu'il y a 20% de ces métiers qui sont à organiser.
Parce que quand vous êtes un électrotechnicien, que vous allez faire de la maintenance d'éoliennes offshore, il faut que vous soyez marin, il faut que vous soyez capable de travailler en altitude, il faut que vous soyez capable de mener votre activité de technicien dans un contexte qui est assez hostile et difficile. Donc nous avons et nous revendiquons et nous aurons un plateau technique en Normandie, à la fois en ex-basse et en ex-haute Normandie, pour pouvoir nous aussi contribuer à faire que tous ceux qui vont travailler demain, qu'ils soient de Bretagne, qu'ils soient de Pays de Loire, qu'ils soient de Nord-Pas-de-Calais, Picardie ou de Île-de-France, eh bien, ils puissent venir se former chez nous. Parce que nous avons une vraie ambition, c'est de mettre en place la carte des formations dont vous parliez. Le jeune qui est en formation initiale, il est en statut scolaire. Demain, il passera peut-être à l'alternance et il deviendra le technicien dont on a besoin pour mener à bien le projet des compétences des éoliennes offshore ou de l'hydrolien. l'hydrolien. Comme le candidat Morin, vous mettez les mâts à Cherbourg et les pales au Havre, ou comment ça se passe Oui, mais effectivement, c'est ce qui. Non, il y aura une usine de pales à Cherbourg. Il y aura bien évidemment, parce que nous n'avons pas les, mais ce ne sont pas les mêmes consortiums industriels. Hein. D'un côté, vous avez Alstom qui a aussi porté son projet industriel dans le Cotentin, et puis il y a un autre consortium avec EDF Areva qui aujourd'hui porte une autre dimension avec les fermes du Tréport Dieppe et de Fécamp. Est-ce que ça veut dire que peut-être de nouveaux lycées techniques ou des collèges différents pour arriver vers ces... La démographie scolaire nous amène à penser quand même le développement des lycées avec précaution. Nous avons 142, je crois, lycées au niveau Normandie, avec à l'intérieur 55 ou 56 ou 57 lycées professionnels. Vous savez que c'est important pour une région, un lycée professionnel, ce sont des plateaux techniques, c'est de l'investissement. Je pense qu'on a plutôt à se poser la question de savoir comment on va faire des cités scolaires, comment on va faire des sites régionaux de formation qui vont mutualiser, globaliser la formation sur tous les territoires. Je pense qu'on aura à faire en sorte que les lycées se modernisent, répondent aussi à des enjeux de service public, y compris en direction des salariés et des demandeurs d'emploi. Donc c'est pas plus de lycées, c'est faire en sorte qu'ils soient au rendez-vous pour répondre à ces enjeux de formation initiale et de formation continue, pour répondre aux besoins de compétences des industriels. Avant de passer la parole à Laetitia, une petite question qui pourrait peut-être vous faire bondir. Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes et aux générations qui travaillent dans le Cotentin sur le nucléaire? On leur dit d'un seul coup, c'est terminé, maintenant vous avez une nouvelle voie qui s'offre à vous, une nouvelle possibilité d'emploi. Vous savez, il y a peu d'emplois de niveau 5 dans le nucléaire. On a surtout... Enfin, l'EPR, on ne sait pas s'il sera en tout cas en fonctionnement après ces 6 ans de mandat pour vous. Ça, c'est un grand scandale d'État quand même, hein, l'EPR. 10 milliards et demi. 2023, non Oui, on est de toute façon après 2020. Comment expliquer aux Français qu'il faut qu'ils se serrent la ceinture quand on a des gabegies d'argent public sur des industries du passé? C'est une catastrophe. Ces 10 milliards et demi, vous imaginez qu'on les investit dans les énergies marines renouvelables, dans l'efficacité énergétique? On aurait pris de l'avance. Moi, je déplore aujourd'hui encore qu'on soit encore dans des situations comme celle-là. Et quand j'entends, y compris le gouvernement, nous dire qu'il va vendre des EPR à l'international, il n'y a pas un EPR qui fonctionne dans le monde aujourd'hui. Celui de Finlande ne fonctionne pas. J'imagine que Flamanville, eh bien, il ne fonctionnera jamais. Et on est en train de vendre dans le monde, en Chine, par exemple, des centrales nucléaires. La Chine aura sans doute un EPR qui fonctionnera avant celui de la Normandie. Je doute parce qu'il a les mêmes irrégularités que celui de Flamanville, puisque c'est le même béton et c'est le même acier. Donc je pense qu'avec l'autorité de sûreté nucléaire, qui est aujourd'hui très offensive sur la question des risques nucléaires, ce projet ne verra jamais le jour. Par contre, être jeune dans le Cotentin, vous savez, être jeune dans le Cotentin il y a quelques années, vous étiez condamné à être dans la mono-industrie nucléaire et vous étiez condamné à avoir un port qui ne servait qu'à stocker du charbon. Aujourd'hui, ils ont une autre perspective. Je peux vous dire que dans le Cotentin, ils commencent à voir autrement l'avenir parce qu'ils vont être pilotes. Certainement le lieu le plus emblématique au niveau mondial de l'hydrolienne, des hydroliennes qui vont être installées dans le Raz-Blanchard. Je pense que ça, pour des jeunes, c'est important. Sortir du nucléaire, c'est pas sortir du nucléaire en termes de compétences, parce qu'il va bien falloir les démanteler, ces centrales. Il va bien falloir gérer le déchet. À la Cogema, qui, je vous le rappelle, produit du déchet, mais qui ne sert à rien, parce qu'on n'utilise pas l'uranium appauvri, on n'utilise pas le plutonium, et les produits de fission, on les met à 400 mètres en profondeur à Bure. C'est juste une hérésie. Donc je pense que le jeune cherbourgeois aujourd'hui, quand il va prendre conscience qu'il est sur un territoire de projet, il sera bien content qu'en plus ce soit des écologistes qui le portent. Alors, nouveaux emplois, on pense à l'économie verte, transition énergétique, ça reste un peu flou peut-être dans l'esprit des jeunes et ceux qui vont devoir choisir une liste. Concrètement, si on doit expliquer ce que c'est l'énergie de demain, est-ce que vous avez, vous, un discours qui passe? Parce que là, on parle beaucoup du littoral, entre guillemets, des 2 régions normandes, qui
un littoral énorme qui part de 600 Cherbourg kilomètres. jusqu'à quasiment la frontière de Dunkerque. Pour celui qui est dans le département de l'Eure ou dans le fin fond de sa campagne en Seine-Maritime, La Normandie, elle doit rimer aussi avec la qualité de vie, et ça, ce sont aussi des emplois qui font rimer la sécurité, la santé, le service. Vous voyez, il y a un potentiel naturel et culturel en Normandie qui est vraiment mal connu des Normands eux-mêmes, et ça aussi, c'est une nouvelle image de la Normandie qu'il faut développer. La Normandie de la pétrochimie et du nucléaire, bon voilà, c'est peut-être aussi un modèle un peu anxiogène qui ne fait pas rimer pour nos concitoyens aussi avec la santé. on sait la que le sécurité, Français est prêt à avoir des éoliennes dans son champ de vision. Oui, une enquête a montré que parmi les propositions qu'on avançait aux Français, est-ce que vous seriez prêt à vous installer près d'une décharge, d'une éolienne, d'une centrale nucléaire, etc. L'éolienne, elle est largement moins C'est le moins néfaste pour eux que tout le reste. Au contraire, ça ne les dérangerait pas à 80% de s'installer près d'une éolienne, alors que c'est très rejeté pour les autres propositions. Alors, est-ce qu'il n'y a pas deux facettes, en tout cas, de l'écologie telle qu'on l'entend? Il y a une écologie très avant-gardiste, avec tous ces projets d'offshore, etc. Et une autre qui est un peu plus près de la campagne lorsqu'on parle du bio, quoi. Et comment on arrive à faire passer le discours Oui, pour... c'est la transition écologique, c'est ce qu'on appelle aller vers une qualité de vie, le respect de la santé, le respect de la sécurité. Même sur les questions de temps de travail, par exemple, on est très attaché à la question de la santé au travail, la santé liée à l'environnement. Enfin, vous voyez, il y a vraiment à redéfinir ce que c'est que l'économie, une économie au service de la société, où l'humain se retrouve, ne se sent pas non plus attaqué dans sa santé, dans sa sécurité quotidienne avec un risque d'accident. Enfin, vivre près d'une zone Céveso, c'est pas forcément plus sécurisant que de vivre près d'une éolienne. Enfin, vous voyez, il y a quand même là quelque chose à redéfinir dans la façon de considérer aussi notre cadre de vie, notre mode de vie, notre façon de consommer, notre façon de s'insérer dans la société, dans le monde du travail. C'est vraiment toute une redéfinition, la transition écologique, de notre rapport aux autres, à notre environnement, à tout ce qu'on respire, mange, boit, la façon dont on se déplace, dont on travaille. Enfin, vous voyez, c'est tout un ensemble on promet, entre guillemets, donc sur un programme assez global, peut-être une création d'emplois, pour être utopique, via des passerelles vertes, salades, jardinage, bio, etc. Est-ce que ça crée de l'emploi? Bien sûr, c'est beaucoup plus intensif en emploi, l'agriculture biologique, on le sait. Donc ça, c'est votre discours à vous, oui, mais c'est vous prouvé, l'avez. Mais comment on arrive à persuader justement que l'emploi passe par le vote déjà sur votre liste, et que ça passera par le bio? C'est pas par le bio forcément. Je pense que ça change, ça passe par la remise en cause de l'agriculture telle qu'elle existe. Nous portons effectivement définitivement une autre alternative que la production. Pas vos amis à 100%, l'agriculteur de... Enfin, l'agriculture conventionnelle, Non, mais... elle a 50 ans. Hein. Ouais. Avant, on faisait autrement. Les agriculteurs sont plutôt anti-bio, je pense. Ils sont un peu anti-écolo d'ailleurs, parce que nous on leur dit il faut arrêter la chimie, il faut produire des produits de qualité, il faut pas maltraiter l'environnement. Et eux-mêmes en premier, dans leur santé. Aujourd'hui, de nombreux agriculteurs se mobilisent pour leur propre santé. La crise qu'on vit dans l'agriculture, c'est quand même bien la fin d'un modèle. Il faut arrêter de se raconter une histoire, mais globalement, pour l'agriculture comme pour le reste, il faut arrêter de se raconter une histoire. On est dans le mur. Alors, il faut qu'on raconte une histoire qui dit, quand on est dans le mur, qu'est-ce qu'on fait? Ou on pense au monde d'avant, en se disant c'était vachement bien, on avait tout ce qu'on voulait, on pouvait accéder aux produits de consommation. Ça faisait pour autant pas le bonheur. Si on regarde bien, l'histoire ne nous montre pas que c'était d'avoir plus qui rendait les gens heureux. Par contre, on peut aussi se poser la question autrement, c'est si on est dans le mur et qu'il faut qu'on pense le monde autrement, essayons de deviner, de penser les potentialités qui vont faire que dans cette région, on sera capable d'être heureux, comme disait Laetitia, de penser autrement, le faire ensemble, le faire pour le vivre ensemble, moi ça me paraît important. L'agriculture, franchement, vous connaissez des agriculteurs conventionnels qui sont heureux aujourd'hui, travaillent comme des malades, ils sont surendettés, ils sont dans des contraintes de prix, ils sont victimes des lobbies agroalimentaires, ils ont une distribution qui leur met des contrats absolument intenables. Nous, on pense que ça, il faut en sortir. Il faut être dans les circuits courts. Il faut penser la diminution des intermédiaires. Il faut qu'on soit capable de leur donner envie d'être fiers, qu'ils retrouvent la fierté d'être paysans, parce que la terre c'est important. On a besoin des agriculteurs, on a besoin des paysans, on a besoin d'avoir des produits de qualité, on a besoin qu'ils soient payés au juste prix de la valeur du produit, et non pas sur des prix qui sont aujourd'hui l'objet de spéculation internationale. Franchement, je pense qu'on est au bout de l'exercice. Aujourd'hui, on produit, vous savez quand même qu'on est globalement entre 6 et 7 milliards au niveau mondial. On produit pour 12 milliards
de nourriture, 12 milliards de gens. Et on va nous dire qu'aujourd'hui, il faut s'y prendre autrement parce que demain, il va falloir nourrir plus de gens. Réfléchissons un tout petit peu, remettons en cause ces modèles. Nous sommes persuadés que ce n'est pas la croissance l'avenir. Nous pensons que l'économie verte est une perspective. Nous ne pensons pas que ce sont les grandes exploitations l'avenir, les 1000 vaches, ça n'a pas d'avenir. Il faut qu'on soit capable de réinstaller des jeunes en agriculture. Par contre, effectivement, il faut qu'on soit capable de réconcilier le consommateur avec le producteur. Vous êtes sur Radio Sensation, on fait une petite coupure, on se retrouve dans quelques instants pour continuer donc à décrypter le programme de la liste Normandie Écologie avec Yannick Soubien, tête de liste régionale et également dans le département de l'Orne, et Laetitia Sanchez, tête de liste pour le département de l'Eure. A tout de suite.